Tiens, j'ai vu que tu avais publié un avis, un journal suisse, sur ton ouvrage. Parle-moi un peu de cette publication. C'est dans le cadre de la quinzaine du livre suisse, qui est en fait un événement lié à la foire du livre, ici à Bruxelles. D'accord. Donc il y a toujours des événements spécifiques liés à la Suisse, et ce qui est dommage, c'est que cette année-ci, normalement, la Suisse était l'invité d'honneur de la foire du livre. D'accord. Si, évidemment, la foire du livre avait lieu de manière traditionnelle en présentiel. Donc ça aurait été très intéressant parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'événements en présentiel qui étaient prévus. Alors c'est simplement remplacé donc par la quinzaine du livre suisse, mais l'année prochaine, croisons les doigts, si c'est la formule classique, ce sera quand même la Suisse qui sera l'invité d'honneur. D'accord. Et donc là, il y aura beaucoup d'événements avec des éditeurs, des auteurs. Très important, parce que ton éditeur, Au Trouble, est un éditeur suisse. C'est un éditeur suisse, oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, pour rappel, tu as donc déjà édité 2 titres aux Au Trouble. Oui. Le premier, La Liste Alpha, qui est sorti il y a 2 ans. Oui, oui, à peu près 2 ans. Oui. Et qui vient de sortir en format de poche maintenant, exactement. Que nous avons ici. Exactement. Et il y a quelques semaines, vient de sortir donc un second volume, qui est donc La Conjuration Delta. Oui. Conjuration Delta, sans article. Conjuration Delta sans article. Alors, parle-nous un petit peu des personnages du premier volume. Et alors, il y a en fait, disons, 3 personnages principaux. Le vrai personnage central, c'est Patrick Doyle, donc, qui est un jeune cadre, ancien paracommando, qui travaille pour une société multinationale dans de la haute technologie. Bon, alors lui, il est chef de projets spéciaux, donc il s'occupe de projets qui ne sont pas nécessairement, dont lui n'a pas nécessairement le leadership en matière technique. Et voilà, donc, alors, ça c'est le premier personnage. Le deuxième personnage, c'est sa compagne, qui est une journaliste, qui s'appelle Judith. Et il y a un troisième personnage, qui est donc le patron, lui, de la société multinationale. Qui est un personnage un petit peu hors du commun, simplement parce qu'il estime qu'il a fait fortune un petit peu par hasard, et c'est la raison pour laquelle il aime bien s'intéresser à des projets spéciaux, pour lesquels il nomme donc Patrick Doyle responsable. D'accord. Alors donc l'histoire s'articule autour de ces 3 personnages-là, qui n'ont pas la même présence dans le récit. Donc la plus grosse présence, c'est Patrick Doyle, suivi de Judith Matisse, et alors le patron de la société, qui est une personne d'origine russe, a un rôle beaucoup plus secondaire. D'accord. Thriller dit policier. Oui, tout à fait, tout à fait. Malgré que le héros principal ne soit pas policier, on peut dire que c'est quand même un roman policier. D'accord. On est surtout dans le thriller. Ah oui, donc c'est vraiment vraiment un roman en suspense. J'aime bien le mot thriller parce que ça claque un peu comme un coup de fouet, il est très explicite, mais en bon français on dirait un roman en suspense. D'accord, roman en suspense. Parrainé par un auteur de renom. Oui, Jan Manouk, qui est aussi connu sous le nom de Roy Breverman et de son vrai nom Patrick Manouk. Voilà. Donc tu as eu le plaisir du regard du professionnel de l'écriture sur les 2 ouvrages. Oui, il m'a fait le grand plaisir de les lire, chacun des 2. Alors, le second volume, qui vient de sortir, on est dans un tout autre contexte, mais toujours avec les... Alors les 3 personnages du premier livre s'y retrouvent. Voilà. S'y retrouvent. Évidemment, la trame de l'histoire est tout à fait différente. Les points communs, disons qu'on reste dans le roman en suspense. Les mêmes 3 personnages, ça on l'a vu. Et c'est une histoire toujours teintée de haute technologie. Ça, c'est le point commun avec le premier.
Ça, c'est ton dada, la haute technologie. Oui, je trouve ça passionnant. C'est passionnant. C'est passionnant et bon, du fait que ça imprègne de plus en plus nos vies, la haute technologie n'est plus quelque chose qui est, disons, confiné dans des laboratoires ou pour des spécialistes. On vit tous au quotidien avec la haute technologie. Et le fait que ça imprègne nos vies, tout à fait naturellement, ça ouvre la porte à des intrigues. C'est la curiosité de l'ingénieur qui oui, est là. tout à fait, tout à fait. Oui, et alors la curiosité, et alors la fascination aussi. D'accord. Parce que d'un côté, la haute technologie imprègne de plus en plus nos vies, mais malgré ça, peu de gens sont réellement au courant de ce que la haute technologie est capable de faire à l'heure actuelle. Et ce que la haute technologie est capable de faire, ça peut parfois avoir un côté effrayant. Qui dit thriller dit tueur. On a un tueur qui est vraiment friand. Oui. Alors ça, c'est donc dans le deuxième tome. Comme je l'ai dit, on retrouve les trois personnages principaux, mais un des personnages centraux, c'est Bon, il y a chaque fois, évidemment, les bons et les mauvais, hein, comme dans tout roman à suspense qui se respecte. Et donc les mauvais ont chaque fois un rôle central aussi. Alors il y avait disons, trois personnages qui jouaient un mauvais rôle dans le premier tome. Ici, on va également trouver plutôt deux personnages là, qui jouent le mauvais rôle, dont un des deux personnages est un tueur à gages. Et je me suis efforcé à donner une image sympathique, on va dire, du tueur à gages. L'image qu'on a du tueur à gages, bon, est toujours assez négative. Et ici, j'essaie de prendre un petit peu le contre-pied de cette image négative et de présenter quelqu'un qui finalement est arrivé à ce métier quasiment par hasard et met simplement un point d'honneur à bien faire son métier. C'est ce qui est dangereux pour les victimes. Et c'est évidemment dangereux pour les victimes, quoique, parce que pour lui, bien faire son métier, c'est pratiquer le code d'honneur des tout bons chasseurs, c'est-à-dire achever. Tuer avec une seule balle. Voilà. Sans souffrance. Il faut vraiment l'achever du premier coup. Il faut vraiment que ça soit fait proprement et du premier coup. Et il met vraiment un point d'honneur et disons que il essaie de bien faire son métier, au même titre qu'un garagiste ou un dentiste ou n'importe qui. Et ça le rend d'une certaine manière assez attachant. J'ai eu plusieurs retours de lecteurs qui m'ont dit que c'était un côté sympathique du roman, c'est que le tueur à gages, pour une fois, il est présenté comme quelqu'un de plutôt sympathique. Mais parfois, on a intérêt à être ganté et une belle combinaison parce qu'il y a du sang. Oui, il y a plus de sang dans celui-ci que dans le premier. Ah oui, tout à fait. Une évolution de l'écrivain ou bien disons que l'histoire s'y prêtait bien. Et puis c'est d'une certaine manière, c'est aussi d'une certaine manière un peu la volonté de relever un challenge, parce que par exemple Yann Manouk, lui, il décrit parfois des scènes qui sont très dures, mais il le fait de manière admirable. Oui, de façon chirurgicale. De manière très chirurgicale, et cette espèce d'antagonisme entre la nature de certaines scènes qui sont très dures et la manière dont c'est rendu, quasiment de manière esthétique, je trouvais ça que c'était un challenge que Yann Manouk, en tout cas, relève merveilleusement bien. Et là, je me suis pris un petit peu au jeu, et il y a donc effectivement deux scènes un petit peu dures. Disons qu'ici, dans l'écriture d'un troisième roman, tu as eu un temps de méditation un peu plus grand. Est-ce qu'on sera encore dans la même veine? Non, ça va être... on va retrouver les trois mêmes personnages. D'accord. Il y aura toujours des bons et des mauvais. On va rester dans le domaine du roman à suspense. Mais l'environnement de l'histoire sera sensible. C'est ce qui permet, dans le futur, de pouvoir les lire dans un désordre incroyable. Absolument. Tout à fait.
Il ne faut pas lire le premier, le deuxième, le troisième, ils peuvent se prendre vraiment... Tout à fait, j'ai eu des retours de lecteurs qui ont commencé par lire le deuxième, et ils m'ont dit ça se lit absolument sans problème, il ne faut pas avoir lu le premier. Donc on sera dans un environnement différent, la trame de l'histoire sera différente, il y aura un petit peu moins de scènes de torture explicites, mais il y aura de la torture psychologique. Ah oui, ça tu es fort là. Ne me fais pas un procès d'intention. Hein. Ah, tu es fort. Oui, mais bon, tu es un enseignant. Oui. Donc manipulateur, parce que tu dois faire passer quelque chose, de gré ou de force presque. Oui. Donc oui, tu dois oui. manipuler ton auditoire pour qu'il accepte de t'écouter. Oui, on peut appeler ça de la manipulation. Hein. Oui. Mais non, c'est assez intéressant. Bon, j'essaye d'ailleurs dans mon métier d'enseignant et de consultant de pratiquer du storytelling parce que c'est un merveilleux moyen de faire passer des messages. Une belle manipulation, ça. Alors, oui. C'est de louvoyer pour aller au but. Voilà, oui. Louvoyer, on va dire. Oui. Je n'appellerai pas ça de la manipulation. J'ai lu un article hier. J'ai lu un article hier de Paul Vaca, qui est un romancier et un essayiste, qui explique que d'après lui, le storytelling, ce sont des techniques de manipulation. Alors on peut être d'accord, pas d'accord. Et d'après lui, le storytelling, c'est les plus anciennes manières de pratiquer les théories du complot, etc. Bon. Preuve d'une manipulation supplémentaire, c'est chaque fois la chute du roman. Où tu ne restes pas sur ta faim, mais tu te dis, mais bon sang de bonsoir, qu'est-ce qui va se passer après? Oui. Et ça, j'avoue que les avis sont partagés. Hein. Il y a des gens qui aiment bien l'idée que la fin du récit, c'est une porte ouverte vers une suite. Et il y a des gens qui n'aiment pas. Ah d'accord. Oui, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, oui, c'est dommage que la fin... Alors on est sur la fin. C'est une porte ouverte, donc voilà. Mais ça fait partie de la variété des réactions des gens. Je crois qu'il y a des gens qui aiment bien quand un récit se termine de manière claire, nette, avec une porte plutôt fermée, et il y en a d'autres qui adorent l'idée que la porte est ouverte. Tiens, dans l'un comme dans l'autre, ou dans le troisième, est-ce qu'il y a un fait de tous les jours que tu as intégré dans ton écriture? Quelque chose, une anecdote qui s'est passée Ah oui, énormément. Hein. Ah oui. Énormément, beaucoup de Laquelle, choses. par exemple? Mais dans le second livre, je mentionne de manière très explicite une anecdote qui vient de mon milieu familial. C'est-à-dire que dans mon milieu familial, il y a... Un cow-boy. Non. Enfin, il y en a, oui. Mais... Un trappeur. Non, il y a une personne qui adore les chiffres et les chiffres ronds, et qui s'évertue à fêter non pas les anniversaires des gens dans le sens traditionnel du terme, c'est-à-dire à chaque moment fixe de l'année, etc., mais qui s'amuse à compter le millier de nombre de jours depuis la naissance. Ah, c'est très amusant. Et lui, à chaque millier de jours, donc l'équivalent de 3 ans et des poussières, voilà, eh bien, il en fait une petite fête d'anniversaire. Alors moi, je trouvais ça tout à fait original, d'abord, parce que c'est la seule personne que je connais qui fait ça. Et alors ça, je l'ai glissé dans le deuxième livre. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a une partie de l'histoire qui se passe à Zurich avec un protagoniste dont le père est ingénieur en chef des chemins de fer suisses. Voilà. Et comme tout ingénieur qui se respecte, il adore les chiffres et j'ai reproduit cette anecdote qui est vraiment tirée telle quelle de mon milieu. Comme dans le premier, tu as fait presque mourir, tu as fait mourir un clochard XLois. Oui. Alors là, évidemment, c'est ça aussi, toute cette histoire-là, ça s'est vraiment passé pas très loin d'ici. Hein, alors ça n'a pas fait la une des journaux, mais on en a parlé dans les journaux locaux, du fait qu'une grande surface, ça ne lui plaisait pas qu'il y ait des clochards qui trouvent une pierre bleue assez agréable pour passer la nuit, etc. Ils avaient mis des dispositifs anti-clochards. Le voisinage s'était un petit peu rebellé contre cette décision, avait pris fait et cause pour les clochards, etc. Donc tout ça, ça on le retrouve effectivement. D'accord. Oui. Non, les deux récits sont assez bien saupoudrés de petites anecdotes tirées. Tu es un grand amateur de vin. Oui. Dans les livres aussi.
Oui, 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 oui. Effectivement, oui, et de bonne nourriture. De bonne nourriture, il y a de bons restaurants, de beaux restaurants. De bons restaurants, De oui. beaux restaurants. Belles voitures aussi. Oui, des voitures, et puis bon, beaux paysages aussi. Le troisième, on va se trouver dans quelle région du monde? Alors on On va voir. voyager partout aussi. Oui, oui, on va voyager comme dans les deux premiers. D'accord. Avec toujours donc une partie de l'histoire. Alors ici, une partie de l'histoire se passera plutôt en Hollande qu'en Belgique, mais sinon on va retrouver la Suisse, la France. Suisse, France, Belgique, Hollande, ça ce sont les pays où les protagonistes vont le plus voyager. Mais il y aura des chapitres qui se dérouleront aux quatre coins du monde. Ben, espérons, parce que bon, Suisse, c'est ton terrain conquis du fait que ton éditeur est suisse, Oui, ton lectorat de la région de Lausanne est suisse. En France, on peut aller n'importe où dans n'importe aérogare ou grande librairie, on va t'ouvrir ton ouvrage. Dans les meilleures librairies en Belgique, dans les bonnes librairies, on te trouve. Mais c'est surtout à l'étranger que ça fonctionne. Oui. C'est étonnant. C'est étonnant. Est-ce que le lecteur belge n'est pas... Non, je pense que c'est... Il n'y a pas beaucoup d'écrivains thrillers en Belgique. Non, du policier, d'accord, mais oui, non, de thrillers francophones, non, c'est vrai. Non, il n'y en a pas. C'est vrai, c'est vrai. C'est d'ailleurs comment dire, la vraie ligne éditoriale de mon éditeur. Hein. C'est quelqu'un qui s'est donné comme mission de promouvoir les thrillers francophones. Parce qu'en matière de thrillers, on est inondé de thrillers anglophones traduits en français. Beaucoup. Mais des francophones, non, il n'y en a pas tellement. D'où vient ce plaisir de l'écriture chez toi? Parce qu'il y a d'autres livres d'auteurs belges où on ne retrouve pas ce côté fleuri dans la façon d'écrire. Ah, j'aime bien le mot fleuri. Oui, oui, parce que... Mais bizarrement... C'est une manière écrite habituelle ou bien... Oui, c'est-à-dire que bizarrement, ça vient plutôt de mon passé professionnel, où quand on a des postes de manager, il est très très important de bien savoir faire passer des idées par écrit, parce que malgré tout, beaucoup de choses se font par écrit hein, dans les sociétés, c'est ce qu'on appelle les mémos. Et déjà, quand j'avais fait un MBA, ça m'avait frappé parce que le tout premier cours qu'on a eu, c'est un cours sur la manière de rédiger un mémo. Pour que ce soit percutant, pour qu'on aille droit au but d'un côté sans que ce soit trop aride. Bon, il y a une forme d'équilibre à trouver et que je voyais très bien, moi, en tant que lecteur de mémos. Quand je lisais des mémos, il y en a qu'on a envie de jeter à la poubelle immédiatement parce que la personne n'arrive pas à faire passer son idée. Et il y en a où on avait envie de relire 3-4 fois d'affilée le mémo tellement c'était bien écrit. Et là, je me suis dit, oui, c'est quand même vraiment important de ciseler une phrase de manière à ce qu'elle soit percutante quand on fait passer une idée. Et donc, moi j'ai travaillé une vingtaine d'années hein, dans des multinationales. Et c'est une des choses que j'aimais bien. C'est rédiger un mémo, je prenais le temps de bien amener l'idée. Bon, mais les anglo-saxons nouveaux ont très bien compris l'importance de ça. C'est la raison pour laquelle c'était le tout premier cours. Les premiers cours, ce n'était pas des cours de finance, de marketing, de recherche opérationnelle, quoi que ce soit. C'était vraiment comment bien rédiger un mémo. Et au début, je me dis, pourquoi? Bon, c'est stupide d'écrire un mémo. Mais non, c'est pas si stupide que ça. Il y a vraiment une manière et puis il y a des phrases qui frappent et qu'on retient. Et ça fait autant de coins enfoncés dans la tête du destinataire du mémo. Parce qu'encore une fois, tu as toujours le mot choisi. Tu as le mot juste, exact, ce qui permet évidemment des grands envolés. Il y a des raconteurs d'histoire, il y en a partout. Hein. Mais bon, le fait de se dire, tiens, bon sang de bonsoir, mais cette émotion-là, ou bien ce fait-là, ou bien cette description-là, j'aurais jamais trouvé les mots pour le faire comme toi tu le fais. Et je dois dire, c'est ça que j'aime bien, le côté fleuri dans ton écriture, c'est que il y a les parfums qui sont là, il y a les volutes qui voyagent, on est dans une ambiance, on est dans la fumée, on est dans le parfum, on est dans les odeurs, on hume le vin,
Mais tout est la flotte, tandis qu'il y a une bouteille de vin rouge sur la table, voilà comment les autres écrivent. Quoi. Toi, tu as d'autres subtilités. Enfin, c'est ce que j'aime bien. Oui, 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 et ça, bon, ça prend un certain temps, parce que, bon, il y a parfois le choix des mots, il faut avoir son dictionnaire de synonymes à côté de ça, et puis il faut regarder, et il faut donc se donner le temps, mais moi je ne considère pas ça comme une épreuve, au contraire, j'adore. Oui, mais il y en a. Moi, j'en connais qui ont peur de voir des racines aux pommes de terre, hein, ou bien des gemmes sur les pommes de terre, qui sont effrayés parce qu'ils se demandent ce qui se passe. Quoi. Donc, tu vois quelque chose de naturel, ils ont peur. Ça m'a amusé, ça. Oui, 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 j'ai vu ça aussi. Oui, non, non, mais c'est bien. Et alors, en fait, quand un mot ne me plaît pas, je me dis, tiens, ça va pas, je vais chercher un synonyme, je prends un dictionnaire de synonymes. Et le fait de feuilleter ce dictionnaire de synonymes, parfois je feuillette, mais en regardant même d'autres mots. Et voilà, c'est une part de rêverie. C'est musical. C'est comme musique. Tu aimes écrire en musique? Ou bien tu préfères le silence monacal? Je préfère le chant des oiseaux. Oui, naturellement, je préfère sur la terrasse. Mais par contre, aussi un fond musical, ça ne m'embête pas. D'accord. Mais de moi-même, je ne vais pas me dire, tiens, maintenant je mets tel fond musical. Non, comme certains auteurs belges. Oui, qui ça Mais proche de chez toi. On va pas le nommer. Oui, bien sûr. Oui, oui, voilà, il y a toujours besoin d'un fond effectivement. musical. Oui, tout à fait. Effectivement. Oui, tout proche de chez moi. Proche de chez toi, voilà. Tout proche de chez moi. Non, je crois que chacun a ses petites habitudes. Mais par exemple, quelqu'un que j'admire mais profondément, bon, pour des tas de raisons, mais en particulier pour sa manière d'écrire, c'est Yann Manouk. Moi aussi, je viens encore de lire deux styles différents. Celui qui est là-bas, Manhattan Sunset. Oui. Ou bien l'autre livre qui parle de l'Arménie, qui est une écriture. Splendide. Mais outre le fait qu'il écrit bien, c'est sa technique d'écriture. Ce garçon est capable d'écrire dans un train, quand il est passager dans une voiture, quand il a 3 minutes de livre. J'admire profondément, parce que moi je suis incapable d'écrire si je sais que je n'ai pas 2 heures de livre devant moi, minimum. Mais c'est un musicien. Hein. C'est important, c'est un homme qui est capable d'improviser, qui a du rythme aussi. Et je dois dire, j'ai déjà remarqué quand un écrivain est en même temps musicien, non pas simplement un fan de musique, mais qui touche l'instrument et qui le caresse, ça se sent dans l'écriture. Ah oui, eh bien ça ne m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Mais non, parce que j'avais été avec lui à Mons-Livre, il y a un an ou deux, et dans le train, en revenant, il sort son PC et il se met à écrire. Parce qu'on était à plusieurs et on parlait entre nous, et lui, il m'a expliqué qu'à son travail, parce qu'il a encore un travail, une agence de pub. J'en connais d'autres en Australie qui se mettent à l'ombre et qui... non, il a un grand écran Mac, oui. Avec en permanence une petite fenêtre ouverte dans un coin de son écran, avec un récit sur lequel il est occupé. Voilà. Et puis il travaille sur, je ne sais pas moi, un dépliant publicitaire, des choses comme ça. Et puis à un moment, il a une idée, il switch sur la fenêtre et il écrit quelque chose. Ça, c'est de la science-fiction pour moi. C'est extraordinaire. Mais bien, c'est bien. Hein, et c'est ça qui fait qu'il est très productif. Hein, parce qu'il va quand même en publier 4 cette année-ci. Tu vas remonter sur le tremplin après le 7 juin, tu m'as dit Jusqu'au 7 juin, tu es un peu à la bourre. Oui, là je suis à la bourre. Oui. Donc, après le 7 juin, enfin peut-être plus vers la fin du mois de juin, parce que le mois de juin, pour quelqu'un qui est dans l'enseignement, c'est toujours un mois très, très chargé. Mais fin du mois de juin, ça va s'éclaircir, donc là je vais replonger avec délice. Donc tu vas pouvoir reprendre contact et répondre aux invitations des différents libraires pour dire de faire des séances de dédicaces. Tout à fait. Parce qu'encore une fois, les derniers mois ont été très mauvais. Ben oui, tout est à l'arrêt. C'est vraiment dommage, en particulier pour les séances de dédicaces, parce que moi j'aime bien les séances de dédicaces. C'est vraiment rencontrer son public, c'est très agréable. Il y a toujours des gens sympathiques avec qui on discute et tout. Et ça, malheureusement, tout ça a été complètement à l'arrêt. Enfin, le ciel s'éclaircit. Une belle dédicace que tu avais fait, c'est lors d'une vente de vin aussi.
C'était très agréable aussi. Oui, 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 ça, oui, là, évidemment, c'est joindre plusieurs plaisirs. Ça se faisait à quelle époque, ça? C'était, je pense que c'était au mois d'avril, ça. Ah, d'accord. de Et l'année en septembre, passée. octobre, s'il n'y a rien de prévu? On va peut-être en avoir une vente de vin au mois de septembre, Ah, d'octobre. faudra réactiver les réseaux alors. On va réactiver les réseaux. Oui, D'accord. oui, oui, absolument. Eh bien, Philippe, je te remercie de ta visite. Mais c'est avec grand plaisir, oui. On va préparer ces futures rencontres. Toujours un plaisir. On va surtout rappeler aux futurs lecteurs que le livre existe, vient de sortir. Il est en cours de déballage chez les libraires. Oui, 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 oui. Sortie toute récente. Eh bien voilà. À très bientôt. Eh bien, merci Willy. À bientôt. Salut. Merci.